Elon Musk, le fantasque milliardaire, fondateur de Tesla, qui donc veut racheter Twitter, qui est prêt à mettre 40 milliards de dollars. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande pour Le Monde, c'est une OPA hostile qui est quand même une surprise, non? Ah bah oui, bien sûr, puisque Les choses se sont vachement accélérées là en quelques jours. Oui. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on avait appris qu'il avait pris 9% du capital de Twitter, Elon Musk, et qui devait rentrer au capital, au conseil d'administration de l'entreprise. Et puis finalement, il a refusé, et on a compris pourquoi il avait refusé, puisqu'il lance une OPA hostile. Donc, est-ce que c'était prévu dès le départ ou pas? Il voulait avoir les mains plus libres. Voilà, il voulait avoir les mains plus libres, et probablement cette position qui s'est construite depuis janvier dernier en rachetant 9% de Twitter montrait qu'il était prêt à l'offensive. La question que je me pose, Philippe, c'est qu'est-ce que le visionnaire et fantasque patron de Tesla vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il a derrière en tête? Parce que je ne vois pas trop le lien, entre les transports, les voitures électriques et Twitter. Alors, il n'y a pas évidemment économiquement, je ne vois pas de lien en termes de business. Pas de synergie industrielle à rechercher. Il y a juste l'intérêt d'un grand patron pour un média social qu'il utilise abondamment. Il a 80 millions d'abonnés sur Twitter et pour lequel il estime que son influence n'est pas, en tout cas son influence n'est pas suffisante, et que lui-même, eh bien, il aimerait que que la parole soit plus libre sur Twitter. C'est ce qu'il a dit. Il veut rendre service à la liberté d'expression. En gros, voilà. Si je comprends bien, pardon, on met le pied en plat. Il est contre la modération sur Twitter. Il est contre la modération. C'est un vrai libertarien. Alors, on sait qu'il était assez proche. En tout cas, à la fin, il était assez proche de Donald Trump. Mais c'est un libertarien, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas trop à l'État et à sa version et à sa vision régulatrice, et qui prône la liberté tous azimuts. Alors, c'est pas très surprenant parce que, après tout, Mark Zuckerberg et même Jack Dorsey, le patron de Twitter, sont aussi des libertariens qui disaient ça au début. Et puis après, ils se sont confrontés aux réalités. Et les réalités, c'est qu'en fait, l'absence de censure totale n'existe pas et n'est pas possible dans une société constituée, c'est-à-dire de passer des messages de haine, des vidéos ultra-violentes, etc. Enfin, il y a toujours de la modération à faire, et c'est pour ça que les autres, que tous les médias sociaux, finalement, se sont convertis à ce genre de pratique. Alors après, vous savez, Elon Musk, il aime bien, vous disiez qu'il était fantasque, il aime bien effectivement secouer le cocotier et puis dire ce qu'il pense, et il a des idées qui sont effectivement souvent assez tonitruantes, pas toujours très réalistes, mais en tout cas qui veut assez. Alors après, c'est pas la première fois qu'un industriel s'intéresse à la presse. Il ne vous a pas échappé que Vincent Bolloré achète des journaux, et ça depuis 2 siècles. Les grands patrons, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils aiment bien s'acheter de l'influence, et puis soit par hubris, c'est-à-dire au service de leur propre image, soit pour des raisons beaucoup plus terre à terre, pour obtenir des avantages ou faire passer ses convictions. Donc il y a un mélange à la fois de l'influence, y compris pour son business, et puis aussi d'une intime conviction et d'une vision de la société qui fait qu'on a envie d'influer sur les médias, et les réseaux sociaux, c'est un peu les médias du XXIe siècle. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'un patron s'intéresse à Twitter, puisque en 2016, le patron de Salesforce, Marc Benioff, il avait aussi plus ou moins tenté s'était intéressé, en tout cas, avait examiné l'hypothèse d'un rachat de Twitter. Marc Benioff, qui lui penche plutôt côté démocrate que républicain, on va dire. Est-ce qu'il ne brouille pas un petit peu les cartes, Elon Musk? Parce qu'on a vu passer un de ses tweets là, à l'écran où il dit que le potentiel de Twitter est immense, et en même temps il a déclaré ne pas vouloir gagner d'argent avec Twitter. Et il veut sortir Twitter peut-être de la bourse pour justement délivrer et révéler le potentiel de Twitter. Donc on est à la frontière entre un acte politique et en même temps une logique business?
C'est ça, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ces personnalités-là, hein, évidemment, elles rentrent pas dans ces métiers-là, que ce soit le métier des médias au sens large, y compris les réseaux sociaux, pour gagner beaucoup d'argent. Mais en revanche, comme ce sont des entrepreneurs, ils sont absolument persuadés que eux, ils vont réussir à faire de cette société une opération très rentable. Enfin bon, ils veulent prouver aussi qu'ils savent redresser n'importe quelle entreprise, que s'ils étaient président de la République, ça irait beaucoup mieux. Que voilà. Donc il y a toute cette rhétorique de l'entrepreneur qui dit je suis le meilleur entrepreneur du monde. Donc, je vais pouvoir résolver ces problèmes. Alors, peut-être, Twitter, c'est une entreprise qui marche pas très bien, qui est pas formidablement bien gérée. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent beaucoup d'analystes. Et donc, il y a effectivement entre guillemets, du grain à moudre. Mais d'autre part, on n'est pas du tout certain qu'il y ait un modèle économique très pertinent pour Twitter, à moins vraiment de tout changer. 54 $ par action, Philippe, par action Twitter. C'est un bon prix que propose Elon Musk. Il a dit « je ne l'améliorerai pas ». Oui, alors, on dit toujours ça au début, puis après, éventuellement, on change d'avis si on est motivé. 54 $ par action, ça fait 43 milliards de valorisation. Quand on sait qu'en février 2021, la société valait plus de 60 milliards, alors c'est effectivement une amélioration par rapport au cours actuel, mais c'est quand même pas extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'actionnaires actuels de Twitter, dont le plus gros qui est le prince d'Arabie Saoudite, Al-Walid, qui a dit que lui, il n'allait pas vendre à ce prix-là. Et il y a effectivement plusieurs autres actionnaires qui disent c'est sous-valorisé. Le problème, c'est que à la fois on peut dire ça, et puis on ne sait pas très bien non plus comment améliorer la valorisation de Twitter, qui est habitué au coût d'accordéon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, le cours de bourse, il est assez proche du cours d'introduction. Donc, il est monté très haut, et puis il est redescendu, et il est même un peu en dessous. Du coup, c'est vrai que ça peut décourager quelques actionnaires qui disent, finalement, il y a cette offre-là, j'en profite, même si on n'y voit pas du tout clair, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. C'est une OPA qui est hostile, d'ailleurs, fini là-dessus, Philippe, et c'est une OPA qui est hostile. Il a dit « je n'ai pas confiance dans le management ». Le management de Twitter qui a dit, selon la formule consacrée, qu'il allait étudier cette offre. Ce n'est pas fait non plus. Hein. C'est pas fait, le prix n'est pas génial, et lui, on ne sait pas du tout comment il va financer ça, parce que l'essentiel, il est catalogué homme le plus riche du monde, mais en fait, les 2 tiers de sa fortune, c'est des actions Tesla. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre ses actions Tesla pour acheter du Twitter. Alors là, ça va être quand même assez compliqué à faire passer. Et puis sinon, il faudrait qu'il fasse un prêt géant. Emprunter 30 milliards à une banque, c'est quand même pas facile, surtout pour acheter une entreprise dont on sait qu'elle va pas gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est très très loin d'être fait. On en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Bon week-end. Merci David. Salut. Bon week-end.